Municipal en février 2020. Et donc là, on vous présente un peu plus techniquement le projet, puisqu'on est avancé en phase APD. Il nous restera la phase pro à réaliser en juillet, août, septembre, les prochains mois qui viennent. Et le permis de construire est en cours d'instruction. Et l'idée sur le planning général, c'est de démarrer les travaux en fin d'année 2020. Donc on prend la suite de toute la réflexion qu'il y a eu sur cet îlot-là, donc sur l'îlot Sanglerie. Et ici on est sur la parcelle numéro 1 qui est en face du cimetière. Et donc on prend la suite de toutes les études qui ont été menées en concertation depuis 2017 avec les habitants des Sorinières, les élus du conseil municipal qui ont travaillé sur le dossier, l'atelier du lieu qui a travaillé sur toute la partie urbaine de cet îlot, qui nous ont transmis pour le concours d'architecture une fiche de lot avec toutes les prescriptions urbaines qu'il était nécessaire de prendre en compte et que je vais vous expliquer sur quelques slides. Donc d'abord cet îlot, ce qui est intéressant, c'est la confrontation entre le côté urbain, côté rue des Écoles, et le côté très végétalisé du cœur d'îlot. Et l'idée justement d'implantation de la médiathèque, c'était de créer un appel depuis la rue, mais d'aller retrouver tous les espaces de lecture et liés au plateau de la médiathèque, côté parc, pour profiter du calme et du côté vert de ce cœur d'îlot, qui est face au jardin de la résidence senior de l'EHPAD. Oui, de l'EHPAD. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a un point important, c'est le parvis d'entrée qui est créé sur cette parcelle-là. Donc ça, c'est un parvis qui va être créé par l'atelier du lieu, qui va travailler sur tous les espaces publics, et ce parvis-là en fait partie. Donc on va s'appuyer sur ce parvis pour pouvoir rentrer dans la médiathèque. Et la forme qui est proposée côté cœur, le cœur vert, la forme de la médiathèque a été creusée pour conserver les arbres les plus intéressants qui sont sur ce site. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir une médiathèque avec des arbres déjà matures qui viennent créer de l'ombre naturelle sur les façades ouest. Sur les façades sud, qui sont ouvertes côté parvis, il y a également des arbres, des pins très âgés qui sont conservés. Donc on va aussi bénéficier de l'ombre portée de ces arbres sur la façade sud. Donc voilà la volumétrie du projet, avec la médiathèque qui s'étend sur la quasi-totalité du rez-de-chaussée. Et ensuite, en étage, vient se poser un parallélépipède rectangle très simple pour les logements. On a une partie en rez-de-chaussée qui est forcément le hall d'accueil des logements, une partie sur le stationnement lié au logement, mais tout le reste de la parcelle, c'est la médiathèque et les jardins qui sont liés à cette médiathèque. Les logements, vite fait, sur la présentation de notre concept architectural, c'était justement de poser quelque chose de très simple, qui reste en R+2, ce qui nous semblait important sur cet îlot-là de surtout pas monter au-delà de R+2, au niveau des façades qui sont alignées sur la rue, et d'essayer de condenser les 20 logements dans ces barrettes-là. Et au niveau des surfaces, forcément, ça dépassait un tout petit peu. Donc pour ne pas aller créer un R+3, on a proposé des petits attiques, donc c'est les grands logements qui sont au R+2, qui ont leur chambre en partie haute. Ça nous semblait intéressant aussi de ramener l'image de la maison, qui est très forte dans ce quartier et aux Sorinières, sur les grands logements. On a plutôt sur les familles qui vont habiter dans ce dernier niveau, auront aussi en tête d'habiter un peu comme dans une maison, avec un étage, avec les chambres en haut. On a l'implantation d'espaces extérieurs pour tous les logements. Donc les 20 logements ont une terrasse, avec plutôt loggia côté rue, pour garder de l'intimité à ces espaces extérieurs, et des terrasses qui, elles, sont
qui sont en porte-à-faux côté jardin. On a rajouté depuis le concours également des petites terrasses qui sont liées aux chambres des logements, des grands logements là-haut. Donc les grands logements qui sont les T4, T5, qui sont en duplex, auront une terrasse au niveau du séjour et une terrasse supplémentaire sur le toit. Donc voilà la distribution que je viens d'évoquer, avec des T2, T3 au R+1 et plutôt T2, T4 et T5 à l'étage supérieur. Pour la médiathèque, on a 3 espaces importants, avec un espace qui est plutôt réservé au personnel, donc c'est le pôle opérationnel, et cet espace-là, il est ici, en rose clair. Il est plutôt justement dans une zone refermée, avec un accès depuis la rue des Écoles. Et les 2 autres espaces sont les espaces qui, eux, sont ouverts, et du coup, un ouvert sur le parvis, qui est l'espace d'accueil, et un deuxième qui est tout le plateau de la médiathèque sur lequel on aura toutes les collections et les espaces de lecture, qui, lui, va s'ouvrir sur le parc. L'intérêt de ce volume de médiathèque qui se trouve au rez-de-chaussée, qui déborde du volume des logements, est traité de la même manière que le parc, l'espace vert central, donc avec les arbres conservés et une grande toiture végétalisée, sans aucun élément technique apparent. L'idée, c'est que les logements qui vont donner plein ouest et qui vont s'ouvrir sur le parc donnent, dès leur façade, s'ouvrent directement sur un parc et non pas sur une toiture minérale ou sur lesquels on aurait posé beaucoup d'éléments techniques. Donc c'est vraiment le jardin qui démarre dès le volume des logements. On a également un petit patio central qui a été rajouté pour venir agrémenter les différents bureaux du pôle opérationnel. Donc voilà la volumétrie générale du projet, avec donc je vous avais dit que depuis le concours, il y avait des choses qui avaient été rajoutées. Il y a également des panneaux photovoltaïques qui ont été rajoutés en toiture pour prendre en charge l'intégralité des éléments des logements, donc de Nantes Métropole Habitat qui va gérer ces logements-là. Et donc ces panneaux seront branchés et permettront d'alimenter tous les éléments communs des logements. Donc tous les éclairages, les ballons d'eau chaude, la chaudière, les éléments de ventilation, tout ce qui est commun sera intégralement pris en charge par les panneaux photovoltaïques. Donc voilà le projet dans sa version définitive. On va rentrer un peu plus en détail dans les plans. Donc on va aller assez vite. Donc au rez-de-chaussée, on retrouve côté rue des Écoles le hall d'accès au logement. Donc c'est une zone qui a été limitée à son strict minimum pour laisser le plus de place possible à la médiathèque. Et ce qu'on souhaitait aussi sur la rue des Écoles, c'était éviter d'avoir trop d'éléments techniques en façade, parce qu'on additionne la médiathèque et les logements. On a un local transfo, on a 2 locaux poubelles, un local encombrant, des locaux techniques en tout genre. Et donc tous ces locaux techniques, on les a mis en second plan du projet, pour qu'en façade, on ait finalement qu'un grand local vélo et le hall, et qu'on mette en avant plutôt la mobilité et l'entrée vers les logements, plutôt que d'avoir une façade totalement fermée et avec des portes techniques. Donc c'est un local vélo qui sera ouvert, et donc tous les vélos seront visibles depuis la rue. Et on aura aussi la vision sur le hall et un escalier ouvert. L'idée, c'était de mettre aussi l'ascenseur un petit peu à part, pour donner plus envie aux gens d'utiliser l'escalier, surtout qu'on est sur un bâtiment R+2. Donc voilà, l'intégralité des logements du niveau 1, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces logements. Voilà, c'est des logements qui ont, comme je disais tout à l'heure, des espaces extérieurs. Chaque logement a son espace extérieur.
On a les parties de circulation qui sont au centre pour répartir au mieux les longueurs de circulation, et pour la plupart et surtout les grands logements qui sont dans les angles des bâtiments pour pouvoir bénéficier de façades en double orientation. On a également sur le projet des logements qui sont particulièrement créés pour les seniors. Et donc sur ces logements-là, il y a une particularité justement de prise en charge de toutes les normes PMR, mais au-delà de ce qu'on peut faire dans des logements classiques. Donc voilà, donc là on arrive ensuite sur l'attique. Et ce qu'on peut voir ici, c'est justement les 3 attiques avec ce qui représente les 5 logements qui sont en duplex. Et sur le petit attique qui est au centre, on a également une zone technique ici qui est enfermée dans le volume du bâtiment et qui va regrouper les différents éléments techniques, les panneaux photovoltaïques, les groupes de ventilation. Et tout ça, ça va permettre d'une part, esthétiquement, de les intégrer totalement au bâti, sans qu'il y ait de vue, et avoir une toiture totalement dégagée de tout élément technique. Et également penser à la sécurité des personnes qui viennent gérer la maintenance de ces choses-là, et pour qu'elles puissent être en sécurité pendant leur intervention. Et aussi, surtout, le fait d'avoir ajouté les terrasses au dernier niveau, ça leur permet aussi d'avoir la vue sur le paysage et de ne pas donner face à un élément technique. Donc voilà le projet visible depuis le côté rue des Écoles et depuis le patio, donc depuis le parvis. Donc avec une signalétique côté rue des Écoles pour bien montrer que l'équipement, que le RP est ici, avec une signalétique qui emmènera ensuite vers l'entrée, qui elle est centrée au niveau du parvis, pour aussi une mise en sécurité des entrées-sorties, parce qu'il y aura beaucoup de groupes à rentrer à la médiathèque. Et donc là, on s'est mis à une vingtaine de mètres de la rue pour cette question de sécurité. On a un matériau de façade qui est sur une lasure type Corten, qui va donner aussi la perception de cet équipement vis-à-vis du projet global. Et les logements, eux, sont conçus dans une matière plus claire, dans des gris et dans des blancs, pour s'effacer un petit peu et mettre un peu en avant l'équipement. L'équipement, lui, il va se retourner côté parc, et c'est pour ça que cette couleur Corten, elle était intéressante pour donner cette relation au parc, parce que c'est une couleur qui s'intègre très bien au végétal et à la couleur verte du parc. Donc je vais décrire très rapidement les différents espaces. Là, c'est l'espace d'accueil. Et on est sur une médiathèque ici qui est tournée sur un 3e lieu. Donc c'est une médiathèque qui donne beaucoup d'importance à ces espaces d'accueil. Et c'est pour ça qu'on est sur des surfaces plus importantes que le simple espace d'accueil classique. Donc on a un accueil qui est un peu plus grand, qui permet d'intégrer des expositions. Et c'est pour ça que toute cette façade plein sud qui s'ouvre sur le parvis, on l'a traitée un peu comme une vitrine. Elle est très vitrée, et ce qui permettra aussi de donner envie à rentrer dans la médiathèque, de montrer les expositions à travers ces vitrages, et aussi permettre, si ça se présente, de faire aussi des expositions qui peuvent déborder sur le parvis. Donc avoir une partie d'exposition qui viennent même chercher le public sur l'espace public. On a un espace de diffusion, donc une grande salle de spectacle qui a une capacité de 80... oui. 70 assises et 150 debout. Donc c'est une petite salle, mais c'est intéressant par rapport à la salle qui est ici. C'est aussi une jauge un peu plus petite et qui permettra aussi de faire d'autres types d'événements. On a un atelier qui est ouvert côté parc également, donc qui est un élément qui, en fait,
Cet accueil et ce troisième lieu, l'ensemble de ces espaces-là, sont ouverts au public et peuvent être ouverts au public en dehors des horaires d'ouverture de la médiathèque. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous côté sud. Et l'atelier, lui, s'ouvre sur une zone de jardin qui sera traitée en potager, parce qu'il y aura beaucoup d'échanges entre cet atelier qui fait des cours de cuisine, mais aussi des cours de potager, de taille, de différentes choses liées au jardin. Et en partie centrale, on a un espace de travail qui regroupe plutôt ici des postes informatiques. Donc voilà en plan. Bon, là c'est juste une petite précision sur l'espace de diffusion qui est en lien avec l'espace d'accueil. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une zone sanitaire qui donne accès à l'espace d'accueil et qui est traversante et qui permet d'avoir une liaison aussi vers les loges qui sont positionnées sur l'arrière de la salle de diffusion. Donc l'espace opérationnel maintenant, donc, qui est vraiment dédié au personnel de la médiathèque, lui est positionné avec une entrée possible côté rue des Écoles. Et c'est tout un espace. Alors il y a beaucoup de petits locaux techniques qui servent à gérer toute la médiathèque. Mais on a trois bureaux en particulier qui s'ouvrent avec une façade ouest sur un parvis qui permet aussi d'avoir un espace, une petite terrasse extérieure à l'abri des regards des utilisateurs de la médiathèque. C'est un espace opérationnel qui permet justement une certaine souplesse dans le fait qu'elle permet donc l'ouverture côté rue des Écoles. Elle a un accès direct vers le plateau et elle a également un accès possible vers l'espace d'accueil via la salle de diffusion. Donc c'est aussi pour simplifier les échanges dans un équipement comme celui-là pour éviter les trajets trop longs et pour pouvoir être tout de suite au cœur de là où il faut venir. Donc le plateau, là c'est vraiment l'espace important de la médiathèque. Donc dans notre projet, l'idée c'était vraiment d'avoir un espace totalement ouvert sur le parc et avec une dissymétrie, on va dire, ou en tout cas une différence entre ce qui se passe à l'est et ce qui passe à l'ouest, avec des choses très fermées, plutôt traitées en alcôve côté intérieur d'îlot, donc côté est, avec des espaces très acoustiques, très fermés, donc qui permet d'accueillir des zones plus acoustiques, comme le nid par exemple, qui est un espace qui accueille les plus petits pour faire des spectacles. Et ensuite, côté ouest, là par contre, on est sur un plateau totalement ouvert et qui sera avec une vue complète sur le parc. Donc voici en plan ce que ça donne avec la répartition des différents espaces du plateau. C'est aussi un espace qui permet ici de proposer on a fait une proposition de répartition des espaces, mais c'est aussi quelque chose de très ouvert pour permettre aussi de changer les choses en modifiant un peu le mobilier et en pouvant permettre une remise en question aussi de l'équipement dans quelques années s'il y a telle ou telle chose à modifier. Donc voici la vue de l'intérieur de la médiathèque avec ce que je vous disais, donc des zones plutôt en alcôve côté droit là pour le coup et très ouvert côté parc. Oui. Alors en effet, là on est sur un marché lié au bâtiment et donc toujours lié à une concertation. Il y a un marché qui va être lancé sur le mobilier. Donc là sur l'image et sur les plans, on précise une proposition d'implantation et d'esthétique de mobilier, mais c'est pas celle qui est prévue au projet. Il y aura un travail avec Baladine Klaus, justement, la directrice de l'école, la directrice de la médiathèque.
Donc les jardins, donc c'est pareil, les jardins, c'est quelque chose qu'on a défini en espace. Il reste toute la partie concertation avec les services, les espaces verts de la ville, et avec la partie concertation aussi sur le type de mobilier, le type de jeu. Ce qui avait été proposé à l'époque, c'était justement de ramener des choses assez ludiques sur le fait qu'il y avait une relation entre l'atelier et les jardins, avec des cours peut-être sur la taille de végétaux. Donc nous, on propose plutôt de planter des végétaux qui seraient pré-taillés, mais qui seront après, à terme, à faire avec les habitants et les utilisateurs de la médiathèque. Et aussi des types de jeux assez ludiques, mais tout ça, ça va se préciser. En tout cas, il y a 3 types de jardins. Il y a le jardin potager et jardinet qui est côté parvis, côté sud. On a un jardin qui est lire et écouter, qui lui est central et se positionne sous l'arbre le plus important, qui est conservé sur le site. Et enfin, en partie arrière, une partie qui est liée au jeu. Ça, c'est une petite volumétrie. Juste pour préciser, donc les façades, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ça, c'est j'en ai parlé tout à l'heure. C'est les différents matériaux, mais c'est vrai que c'est pas trop lisible sur un tel document. Mais on est sur un bâtiment qui est en béton. On est sur du béton lasuré sur l'ensemble de la galette rez-de-chaussée qui est dédiée à la médiathèque. On est en menuiserie alu couleur Corten aussi, qui va venir s'intégrer à ce matériau du rez-de-chaussée. On a une signalétique et un brise-soleil qui est prévu au sud pour protéger l'ensemble des vitrages de cette façade. Et enfin, toute la partie logement, on est sur également un béton, par contre avec une peinture minérale. On ne sera plus en lasure, mais en peinture minérale, sur 2 teintes relativement claires, un gris clair et un blanc cassé. Voilà. Donc voici la vue côté ouest. Donc voilà, avec la vue aussi de la toiture végétalisée, ce qu'on est en train de travailler là justement au niveau des détails du pro, c'est aussi pour que cette toiture végétalisée participe à la vue du public qui se promène sur le parvis ou dans le jardin, qu'on puisse avoir une toiture assez épaisse et avec des végétaux qui ressortent, pour qu'elle ne soit pas que vue des logements, mais aussi de l'espace public. On avait prévu quelques slides un peu plus précisément sur la technique. Après, je sais à la dernière présentation, on avait eu quelques interrogations sur les énergies, sur tout ça. Donc je ne sais pas, est-ce que... Donc il y a Vincent Ginaud du bureau d'études TUAL qui pourra peut-être apporter quelques précisions. Bonjour à tous. Vincent Ginaud, bureau d'études TUAL. Sur la médiathèque, je vais vous parler des équipements techniques, chauffage, ventilation qui ont été prévus. Sur la médiathèque, on est sur une chaufferie collective avec un chauffage par panneau rayonnant plafonnier. Donc chaufferie collective gaz, avec des panneaux rayonnants plafonniers eau chaude qui nous permettent de libérer la totalité des murs sur la médiathèque. Et également, donc, ces panneaux-là, on les retrouve au niveau du hall d'accueil et de l'espace de la petite... comment on appelle ça, de la salle de convivialité. Ouais. Toute la partie administration, on est sur quelque chose de beaucoup plus standard, puisqu'on retrouve du radiateur vertical ou horizontal suivant les espaces disponibles.
Au niveau de la ventilation, on est sur une ventilation double flux, sectorisée, c'est-à-dire qu'on a installé des ventilations suivant les occupations des différentes zones, c'est-à-dire qu'on retrouve une ventilation principalement axée sur la médiathèque, une autre deuxième ventilation dédiée à l'espace hall d'accueil et salle de convivialité, qui est ouverte, on a dit, sur des horaires beaucoup plus longs. Voilà, donc on peut couper les ventilations indépendamment pour faire des économies d'énergie. Et on retrouve une troisième ventilation donc sur la partie administration. Après, je peux vous parler un petit peu des logements. Je sais pas si... non, on l'a peut-être pas mis, les logements. Non. Sur les logements, on est sur des chaudières individuelles gaz, une VMC simple flux. Romain l'a précisé tout à l'heure, on a des panneaux photovoltaïques qui sont dédiés au logement et qui servent, la production d'électricité de ces panneaux-là servira à gérer l'électricité consommée sur les communs. C'est-à-dire qu'on a pris en compte les consommations de l'ascenseur, l'électricité qu'on peut avoir dans le hall d'accueil, dans le parking. Voilà, on a calculé les consommations, on en a déduit une surface de panneaux qu'on installe là-haut. L'objectif étant d'installer le bon nombre de panneaux pour tout consommer. Sinon, on va investir de l'argent et on va rejeter gratuitement dans le réseau Enedis. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc on a même sous-dimensionné un petit peu la surface de panneaux de manière à ce qu'on soit sûr de consommer 100% de ce qu'on va produire. Donc alors ça se fait à partir d'estimations, voilà. Bon, pour l'instant on a trouvé en plus le moyen de les intégrer là-haut, au-dessus du local technique. Voilà, c'est, je pense, une très bonne chose. Depuis le début sur cette opération, comme vous avez pu remarquer, on est ouvert sur le jardin. C'était une demande au concours, en fin de compte, d'être très très ouvert et transparent sur le jardin. Donc les images ne correspondent pas forcément, celle-ci correspond plus à l'image qu'on avait fait avant le concours. Pour s'assurer des températures intérieures, en fin de compte, on a, dès le concours, pris le parti de faire des calculs de simulation thermodynamique. Ça nous permet de connaître l'évolution des températures, des conforts et de valider nos choix techniques. Donc on se retrouve avec une terrasse au-dessus de la médiathèque béton, isolé, avec 40 à 60 cm de terre, arboré. Donc on a une inertie lourde très importante, donc ça c'est très bien pour les températures. On a des murs périphériques béton avec une isolation intérieure et une paroi vitrée. Ce qu'a dit à juste titre Romain aussi, c'est qu'on garde des arbres qui sont déjà matures, qui vont apporter de l'ombrage sur les vitrages à l'ouest. Au sud, on a une casquette dimensionnée pour nous permettre de se protéger du soleil, et en plus, on a les grands pins qui sont là. Donc, à l'heure actuelle, on a mis toutes les chances de notre côté pour ne pas avoir de surchauffe au-delà de ce qui est prévu dans le référentiel Certiver. Je ne sais pas si je vais dire... Alors justement, cette STD, il y a les deux images, c'était aussi pour vous montrer donc la STD qu'on a calculée au stade concours, c'est l'image du haut, et depuis pour des questions de... parce que les STD sont lourdes au niveau calcul à lancer, on s'est appuyé sur cette STD-là pour retravailler le projet, et donc on a diminué très légèrement les vitrages, parce qu'on déjà on était réglementaire et on était bon dès le premier projet en concours, mais voilà, pour aller au-delà aussi de la réglementation, on a diminué légèrement les vitrages côté ouest. On a intégré une légère petite allège qu'on voit sur l'image du bas, et un bandeau un tout petit peu plus épais en partie haute aussi. Donc voilà. Et en cours de pro, on va continuer, et là en pro, c'est une phase aussi où on recalcule la STD, donc on va remettre à jour avec le...
Alors, simulation thermique dynamique. Ouais. Donc, oui, donc la STD, on l'a fait à chaque phase, en fin de compte, et on intègre à chaque fois les modifications. Donc nous, sur ce projet, on l'emmène jusqu'à la livraison du chantier. C'est-à-dire qu'on fait un concours, on fait une STD, on met à jour suivant l'APD d'aujourd'hui. Demain, on fait un pro si les modifs viennent dedans, tout joue en fin de compte. Et s'il y a des modifs en chantier, on intégrera également les modifications, comme ça, on sait exactement où on en est à la livraison. D'accord ? Ce qu'on peut dire en plus aussi, c'est qu'on a rajouté quelques épines, enfin, je ne sais pas si on voit quelques épines ici qui nous permettent de casser le soleil d'ouest, alors qu'il est beaucoup plus, là c'est une vue sud que vous avez, hein, qui nous permet de faire de l'ombre sur les vitrages. Et on a rajouté quelques stores intérieurs suivant les résultats de la STD en fin de compte, quoi. Voilà, donc ça nous permet de nous conforter dans les choix techniques. Ouais, je crois que c'était la fin de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, si vous mettez la chose à la fin par rapport à ce que vous venez d'expliquer, là, Oui. composant qui doit être performant, température intérieure ne dépasse pas 28 degrés, avec combien pendant plus de 2%. Pardon. Merci. Oui, là, ce qui est précisé au sujet du confort estival performant, ça m'interpelle parce que je vois quand même une température intérieure ne devra pas dépasser 28 degrés. Température intérieure 28 degrés, même si c'est pendant plus de 2% du temps d'occupation. C'est ça, j'ai du mal à évaluer les choses. Alors, on a pris comme référence, en fin de compte, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de valeur, mais on s'appuie sur un référentiel qui est le Certivéa HQE, en fin de compte, et qui nous impose, donc vous avez des points, quand vous vous faites certifier par Certivéa, vous avez des points si vous êtes performant ou très performant. Et les valeurs dans ce référentiel, c'est les suivantes. C'est si vous ne dépassez pas plus de 1% du temps d'occupation 28 degrés, vous êtes très performant. Alors on est bien sûr sans climatisation. Donc, nous, voilà, on arrive à être dans ce 1%. Voilà. Donc, après, on peut mettre différents scénarios. C'est sûr que si je mets un scénario, là, on est parti sur 2 scénarios, un été moyen, entre des moyennes annuelles entre 2000 et 2009. Voilà. Donc, on a des fichiers météo, on rentre des fichiers météo à l'intérieur, et le calcul se fait suivant ces fichiers météo au pas horaire. Et à partir de là, on a du résultat. C'est sûr, si vous prenez qu'une année où il y a eu une canicule pendant 2 mois, le résultat va être différent. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors après, bien sûr, on est performant si on est plus de 2% du temps. Alors c'est 2% du temps d'occupation. Donc dedans, dans la simulation, on a rentré les heures d'ouverture de la médiathèque. Donc c'est ajuster aussi ça, s'ils évoluent, voilà. Et ces calculs-là seront remis à jour au pro. Ouais. Et avec les modifications qu'on a apportées, normalement, devraient déjà être meilleurs que ceux du. Oui, tout à fait, parce qu'on voit de la phase précédente. Ouais, on voit que le dessin ici ne correspond pas complètement à. Enfin bon, c'est pas les mêmes vues, mais bon, comme Romain vous a dit, vous avez une petite allège que nous on n'a pas, qu'on n'avait pas au concours. Donc voilà. Donc il y a plein de petites choses qui ont bougé, mais bon, voilà. Il faut tout intégrer dedans. Il faut que les calculs le prennent en compte. Vous avez beaucoup insisté sur le côté isolation thermique, ce qui me paraît important. Mais par contre, au niveau de l'isolation phonique, en effet, il y a un espace, une zone acoustique, avec par exemple ce dont vous avez parlé, le nid. Mais dans la zone ouverte, est-ce qu'il est prévu un matériel spécifique au niveau du plafond pour l'absorption du bruit? Enfin, du plafond ou sur les murs, je ne sais pas. Oui. On va reprendre la vue intérieure. Donc en effet, entre les espaces qui sont traités en alcôve, qui eux seront traités avec du matériau absorbant sur les murs et en plafond,
on a toute une série de rideaux justement qui permet de mettre en intimité aussi ces alcôves, et ces rideaux vont rentrer dans le calcul acoustique du plateau. Parce qu'en effet, sur la façade ouest, on est en vitrage, donc à côté de ça, il faut qu'on compense. Et toute la toiture, enfin tout le plafond sera traité en faux plafond acoustique, en fibre minérale. Et ouais. Donc tout ce matériau de plafond qui est dans un blanc et gris, c'est du matériau absorbant. Et ce qui rentre en compte aussi, c'est tout le travail sur le mobilier également, qui est important en acoustique. Non, parce qu'en fait, on a donc le plafond acoustique, le faux plafond, cache tout un plénum dans lequel cheminent tous les fluides. Après, en fait, la dalle béton et la végétalisation rentrent plutôt dans le confort d'été et sur la masse que ça apporte. Et il y avait aussi un point important, parce que notre projet intégrait la salle de diffusion sous la barrette des logements. Et donc là, il y a eu un travail particulier aussi à apporter sur le fait qu'on soit sur une salle très grande, donc on ne voulait pas forcément de poteaux en plein milieu de la salle. Donc on a une dalle béton qui fait, pour l'instant, elle devrait faire 40 cm d'épaisseur. Donc on ramène énormément de masse aussi entre l'espace de diffusion et les logements. Et on a un complément également d'isolant acoustique pour que les logements, alors c'est un T3 qui est au-dessus de l'espace de diffusion, pour pas qu'il y ait de gêne entre ces espaces. Merci. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur les espaces verts et les alentours. Vous avez effectivement présenté du côté médiathèque les 2 alcôves là, extérieures, effectivement, qui vont pouvoir intégrer de la verdure existante. Suite à la présentation de la semaine dernière, j'avais eu quelques questions en relisant le projet sur la conservation des arbres existants. Vous avez apporté la réponse, donc c'est très bien. C'est, je pense, quelque chose qu'il va falloir travailler. Monsieur Kaito, vous aviez également évoqué un comité consultatif pour l'aménagement extérieur. Je pense qu'effectivement, il va falloir travailler très très sérieusement là-dessus pour que la conservation des espaces verts existants soit la règle, et qu'ensuite on puisse voir comment est-ce que tout ça puisse nous faire que on voit bien la vue intérieure de la médiathèque, dans la zone lire-écouter, on voit bien la verdure de l'autre côté. Ça serait dommage qu'on loupe quelque chose à ce niveau-là. Simplement par rapport à la présentation de ce soir, dans la zone jouée, j'ai simplement un doute, parce que quand on voit la limite de parcelle, la zone jouée est juste à la limite de parcelle avec l'EHPAD. Je crains, on voit le trait rouge là, qui remonte en diagonale, là. Je crains que cette zone soit un peu limitée, mais bon, ça se travaillera sûrement pendant le projet. Mais je pense qu'il y a des choses, une attention particulière à apporter sur ce point. J'ai simplement relu le cahier communal du Plume qui déterminait cette zone de la médiathèque. Il était noté dans les objectifs réglementaires affirmer la place de la nature en ville. J'espère effectivement que ce projet permettra de conserver le maximum de nature dans cette zone. Je me permets de poursuivre par rapport aux questions qu'on avait posées la semaine dernière sur les bornes de recharge électrique sur le parking. Donc j'ai vérifié effectivement l'article du Plume dans les dispositions générales. C'est l'article B4.1.1, effectivement, où les parkings doivent être équipés de gaines de câblage de dispositifs de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides. Et j'ai retrouvé exactement la même chose pour le stationnement des vélos et bornes de recharge dans un autre article.
Donc ça, effectivement, on ne l'a pas évoqué. Est-ce que ça a été prévu au projet? Alors, Parce que de mémoire, justement, là, on est sur des logements qui vont appartenir à Nantes Métropole Habitat. Ça va être du logement locatif. Et il y a des différences, même dans le Plume, sur le nombre de places de stationnement entre les logements privés et les logements locatifs sociaux. Je suis complètement d'accord avec vous sur les parkings véhicules. C'est écrit noir sur blanc. Bon, c'est écrit plus d'une place par logement social, mais on ne va pas titiller le virgule quelque chose. Une place par logement. Non, je parlais des parkings vélos. Simplement, où là, effectivement, il y a une réglementation, c'est l'article B421, disposition générale du Plume, sur les équipements vélos et les parkings. Oui, alors, juste pour peut-être repréciser, je pense que, alors, à moins que je sois à côté de la plaque, mais je pense que l'obligation réglementaire porte sur justement ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'amener de gaines pour un câblage ultérieur, et c'est ce qu'on a dans c'est réglementaire. Donc ça, on l'a prévu dans toutes nos opérations, monsieur. C'est une donnée réglementaire. Par contre, la borne elle-même n'est pas prévue. Excusez-moi, je relis. Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. Dans le règlement du Plume, c'est pour ça. Je suis désolé. On va regarder le point, si vous voulez. Et puis, vous aurez compris que le stationnement des véhicules et des vélos, c'est un peu mon dada. Sur ce projet, j'ai pas vu par exemple, de place de stationnement PMR. C'est-à-dire que on va, je parle pour le public, pas pour les logements. Hein. Oui, il y en a une ici, là. Donc en effet, c'est la place qui est la plus près du hall. Hop, elle est ici, là. D'accord, donc elle est accessible pour les visiteurs de la médiathèque. Ah non. Non, je parlais pour les visiteurs de la médiathèque, les usagers. Oui, alors je vais prendre le relais en tant qu'aménageur de la zone. Donc effectivement, le parking dans le bâtiment, il concerne les usages liés au logement. Et après, l'opération La Sanglerie, elle accompagne aussi le développement des opérations immobilières par une requalification des espaces publics. Donc il y a l'aménagement du parvis qui est prévu. Sont également prévus la reprise pour partie de la rue des Écoles et des rues qui jouxent toute l'opération d'aménagement. Donc il va y avoir une requalification notamment du trottoir qui longe la médiathèque avec une réorganisation des places, et on va travailler dans le cadre de cette requalification d'espaces publics sur la réintégration des espaces PMR qui sont nécessaires pour l'accessibilité de la médiathèque. Ça aussi, aujourd'hui, c'est réglementé par la métropole sur le courant des linéaires de rue et encore plus à proximité d'équipements publics. Donc ça fait l'objet, Romain l'a évoqué tout à l'heure, c'est un peu compliqué, nos imbrications de marché et d'intervention de maîtrise d'œuvre, mais il y a une maîtrise d'œuvre de conception d'espace public sur l'opération d'aménagement de la Sanglerie, qui est l'atelier du lieu, et qui travaille sur ces plans-là. Alors je pense qu'on aura l'occasion de venir présenter l'AVP de l'espace public dans une future instance, mais en tout cas aujourd'hui c'est prévu sur ces aménagements-là. Ok, très bien, merci. Et dernier point, donc on l'avait évoqué la semaine dernière, le stationnement un peu plus large. On est sur un équipement, on va avoir une jauge de 150 personnes. Au jour d'aujourd'hui, si on regarde, on n'a pas énormément de place. Je suis complètement d'accord pour dire que le parking qui se situe au bout de la rue du Moulin, une quarantaine de places, devra jouer son rôle. Par contre, il avait été évoqué une zone privée qui est le parking Lidl. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que déjà d'une, c'est privé, même si c'est utilisé assez largement, mais il ne faut pas en faire une généralisation. Par contre, ce qu'il faut garder bien en mémoire, c'est que cette parcelle, si mes renseignements sont bons et si les documents disponibles sur le site de Nantes Métropole sont bons, c'est que cette parcelle va passer en zone UMC et fait partie d'un emplacement réservé pour mixité sociale, donc à terme
des logements, 28 logements, qui sont d'ailleurs identifiés dans le PLH, qui a été voté là, en septembre 2018 au sein du conseil municipal. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail sur le stationnement, même si il va falloir orienter vers les déplacements doux, mais il y a une partie du travail qui sera à faire comme sur le stationnement. 150 personnes, c'est pas anodin, en jauge maximale, effectivement, mais il va falloir bien repenser à ça. Et je pense que dans les aménagements extérieurs, le comité que vous souhaitez mettre en place, peut-être pas uniquement les jardins, mais aussi tout ce qui est stationnement et circulation autour devra être bien travaillé pour que ça réponde à l'usage qui en est attendu. Voilà. Merci. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Donc je vais répondre. Je vais essayer de répondre aux différentes questions qui viennent d'être posées à l'instant. Alors, en ce qui concerne l'aménagement des jardins, ce que j'ai dit lors de la réunion de la commission, des commissions qui sont tenues urbain et culture la semaine dernière, il ne s'agit pas d'un comité consultatif. Il s'agit d'une concertation qui va être engagée. Alors déjà, au préalable, nous aurons des échanges avec le paysagiste, l'agence Tétrac et nos services espaces verts pour identifier ce qui peut être fait. On pense aussi à, bien évidemment, tout ce qui relève de l'entretien, par ailleurs, dans les années qui vont suivre. Donc c'est une question importante. Pour toujours répondre à vos préoccupations, sachez bien que vous avez pu le remarquer dans la présentation qui a été faite quand même. Chaque espace a été pensé en termes d'usage. Et quand je dis que chaque espace a été pensé en termes d'usage, bien évidemment, j'y intègre aussi les jardins. Je crois que dans la conception architecturale qui a été revisitée aujourd'hui dans sa présentation, le lien entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs, c'est une orientation aussi très forte. Enfin, je pense que vous pourriez en parler en tant que professionnel beaucoup mieux que moi. C'est lié aussi, bien évidemment, à tout le travail qui a été fait en amont, là encore, de concertation sur les objectifs qu'on souhaitait en termes d'aménagement, qu'on pourrait mettre en relation aussi avec le projet scientifique, culturel, éducatif et social. Donc sachez bien qu'effectivement, nous allons assurer un travail très sérieux en ce qui concerne l'aménagement extérieur et les jardins. Vous avez parlé aussi en ce qui concerne l'atelier, donc la proximité d'un aménagement avec un jardin potager. Donc c'est un projet fort aussi qui a été identifié en termes d'action partenariale qui peut être aussi imaginée avec les habitants. Donc n'ayez aucun souci, on va travailler sérieusement cette question-là. Et donc avec une concertation en y associant, bien évidemment, comme on l'a fait précédemment, les habitants, en sollicitant un panel citoyen. Et ça fait partie des choses donc, qui vont être assurées dans les semaines à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Pour répondre à votre question et à vos interrogations sur le stationnement, je pense qu'on partage tous la même préoccupation pour aller vers une ville qui soit une ville apaisée. Tant aussi bien en termes de circulation, de déplacement, bien évidemment, c'est lié, déplacement piétonnier aussi, aménagement en la matière. J'oserais rappeler quand même, parce que vous manifestez des inquiétudes, parler de 150, je ne sais plus quelle expression vous avez eue, quelle formule, 150... Je maxi. Je vous apporte une petite précision. Alors déjà, nous, on n'a jamais parlé du parking Lidl. Bien évidemment, c'est un parking privé. Donc on ne l'intègre pas dans l'aménagement global de l'îlot, il va de soi. Par contre, vous oubliez quand même, vous en avez parlé vaguement, mais pas assez précisément à mon sens, en termes de stationnement, la messe est dite. Je suis désolé. Donc vous avez le parking Hippolyte Dorouet, 201 places, donc 4 places PMR. Il y a peut-être des choses à revoir par ailleurs, parce que là c'est très personnel, et je trouve que le nombre de places PMR est peut-être à revoir sur cet espace, 201 places de parking, donc 4 PMR, donc 205 au total. Parking espace jeune, vous l'avez évoqué, 39 places, dont 2 PMR, ce qui fait au total pour le parking espace jeune 41 places, ce qui fait au total quand même un potentiel de 246 places. Je tiens à préciser, je me suis amusé
à vérifier les choses. La distance entre le parking espace jaune et l'implantation de la future médiathèque, donc notamment l'accès de la médiathèque, c'est 135 mètres. Donc on ne peut pas invoquer une problématique de distance, un éloignement. On est à proximité, bien évidemment, de la médiathèque, de l'îlot, avec presque 250 places. Donc il n'y a pas, à mon sens, de problématique de stationnement. Il n'y a pas de problématique de stationnement. Après, il faut compter aussi sur le changement d'habitude de nos concitoyens qui, le plus souvent, parfois, cherchent à se stationner au plus près. Donc, en termes de comportement, il faudra peut-être revoir les choses. Mais donc, espace stationnement parking jaune, 135 mètres de l'accès de la médiathèque. Bon, je pense que les personnes qui voudront accéder à la médiathèque auront tout le loisir d'accéder donc à ces deux parkings. Je suis complètement en phase. C'est d'ailleurs pour ça que mon propos était de dire ce parking, effectivement, devra être utilisé, il est clair, et que les gens se garent devant la bibliothèque actuelle ou le parking de la rue du Moulin. La distance est la même, donc les gens sont capables de faire l'effort de marcher. On est bien d'accord, on est en phase sur ce point-là. Bonsoir à tous, donc Tanguy Kermorgan. J'aurais une petite question sur les panneaux photovoltaïques. Parce qu'il était évoqué qu'ils ont été calculés au plus juste pour faire fonctionner les communs. Et alors je m'interroge un petit peu là, parce que je voudrais savoir pourquoi ne pas en avoir fait un peu plus, parce que je pensais qu'on devait produire davantage d'énergie renouvelable et que cette énergie était rachetée par le réseau. Donc c'était ma question. Il y a eu des interrogations là, qui ont été indiquées là, sur la consommation peut-être d'une borne de recharge pour les vélos. Voilà. Donc je voulais savoir pourquoi ne pas en faire plus. C'est ma première interrogation. Et voilà. Et la marge était de combien? Est-ce que ça joue à beaucoup de mètres carrés de panneaux photovoltaïques si on avait dû en faire plus? Voilà. Et peut-être une histoire de coût aussi derrière. Je voudrais avoir quelques précisions à ce sujet. Alors, déjà, la réflexion, déjà, c'est de se dire où je vais poser mes panneaux. On se rend bien compte que sur la toiture végétalisée, ça n'a pas d'intérêt. On a de l'ombrage partout et on fait une voiture végétalisée. Donc les panneaux doivent se situer beaucoup plus en hauteur. Après, on a vraiment deux tiers complètement différents. C'est les logements. Donc si on installe des panneaux sur les logements pour fournir de l'énergie à la médiathèque, il va falloir trouver des passages et des accords entre les deux parties. On peut mettre plus de panneaux, mais il faut trouver le consensus et il faut voilà, c'est pas. Ce que j'avais compris, c'est que lors de la réunion commission, donc les panneaux photovoltaïques étaient sur un îlot. Ouais, voilà. tout à fait, sur l'îlot central. Donc, voilà, donc ça veut dire que sur cet îlot-là, il sera complètement recouvert. Non. Alors, je ne sais pas si on peut reprendre le. Il y a une partie logement d'un côté. J'ai vu, on était passé un petit peu la petite 3D là. Hop, vous allez comprendre. En fin de compte, on se sert du local technique qui est tout là-haut. Voilà. Vous avez donc ici les duplex qu'on retrouve, d'accord. Et vous avez ici un espace sans toiture. À l'intérieur de cet espace, vous allez retrouver le caisson VMC qui sert à l'extraction de la VMC des logements. D'accord. Depuis la circulation du dessous, j'ai un accès direct à l'espace clos. Et au-dessus de cet espace clos, en fin de compte, on vient mettre une charpente métallique et on vient poser des panneaux photovoltaïques qui sont carrément intégrés, qu'on va pas voir en fin de compte de l'extérieur, qui sont carrément intégrés dans le volume. Voilà. Bon, ils vont peut-être dépasser les 10-15 cm, mais je veux dire, quand vous allez marcher dans la rue, vous n'allez pas les voir. Voilà. Et cette production ici est faite pour tous les services généraux de la partie logement. Voilà. Et réinjectée en fin de compte sur un tableau électrique qui dessert la partie commune des logements. Mais j'ai bien compris, donc c'est sur cet espace-là, on ne peut pas en rajouter davantage, quoi. Bah, après, vous êtes au-dessus des logements.
Voilà. Oui, voilà. On a dit que... Juste sur ce secteur-là. Donc c'est... Peut-être, alors faut regarder après, là on a 8 panneaux actuellement, voilà, peut-être qu'on peut mettre 2-3 autres panneaux ou une autre rangée, je sais plus, je me rappelle plus, aujourd'hui je peux pas vous dire si... Voilà. Ouais, puis l'autre... oui. L'interrogation, c'est sur cette marge peut-être de 2-3 panneaux, voilà. D'accord. Il faut les consommer. C'est marginal, mais voilà, je vous pose comprenez la bien, question. vous allez investir de l'argent, vous allez produire. Si vous ne consommez pas tout de suite ce que vous produisez, vous le perdez. Donc, quel est l'intérêt de mettre plus de panneaux si j'arrive pas à consommer aussitôt ce que j'ai acheté? Vous voyez, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est aberrant de mettre plein de panneaux et de pas... Et puis, il y en a pas assez pour pouvoir privilégier. Alors, ça voudrait dire privilégier d'autres logements, mais pas tous. Donc, une inéquité avec les nouveaux locataires. Donc, le but, c'est soit on décide de fournir tous les logements par équité. C'est quand même du logement social, donc ça a un intérêt. Mais là, on ne peut pas poser que du panneau dessus. Soit on décide de pouvoir en poser pour au moins les parties communes et pour tous. Voilà, c'était ça. D'accord, ça j'avais bien compris, mais voilà, je me demandais si c'était pas intéressant de produire peut-être un tout petit peu plus. Ça reste marginal hein, par rapport à ce qui reste, mais je pensais que le réseau rachèterait ça et qu'il y aurait peut-être un intérêt derrière. Si on n'a pas, voilà, c'est bon, j'ai ma réponse. Et il y avait aussi une petite subtilité sur cette étude-là, donc, parce que là où on a un peu de place aussi, c'est sur la toiture du R+2. Ouais. Mais avec des ombres portées. Et le problème des panneaux photovoltaïques, c'est dès qu'il y en a un des panneaux de la série qui reçoit un petit peu d'ombre, c'est toute la série qui perd toute sa productivité. Donc s'il y a un panneau qui produit à 30%, bah, finalement c'est tous les panneaux, même ceux qui sont éclairés à 100%, qui vont produire à 30%. Donc il fallait éviter absolument les zones d'ombre. Et ensuite, on aurait pu mettre du panneau photovoltaïque sur les 3 attiques, mais après, il y a la question de la sécurité, de la maintenance, et en fait, en les mettant sur ces attiques-là, il aurait fallu monter des éléments de sécurité, donc soit monter les acrotères un peu plus haut, soit mettre des sécurités type garde-corps. Alors, ce qui est contre-productif sur des petites surfaces comme ça, parce que dès qu'on monte l'acrotère, bah, ça crée une zone d'ombre. Donc voilà, on crée on met en place de la sécurité, mais du coup, on crée de la zone d'ombre. Donc voilà, et aussi pour revenir au R+2, là où on aurait pu en mettre, l'intérêt aussi, c'est qu'on a réintégré 3 terrasses qui sont accessibles. Et du coup, ce qu'on voit actuellement, enfin, si vous regardez une construction classique assez récente, le toit est souvent bardé de tuyaux et de VMC. Et donc là, dans ce projet-là, c'était aussi de se dire qu'on était sur une qualité complète du projet, même de la 5e façade. Et donc tous les tuyaux qu'on voit habituellement sur les toits sont intégrés dans le plénum technique des circulations qui est en dessous. Et donc voilà, on a enlevé toute la technique. Donc ça aurait été dommage de rapporter encore des panneaux photovoltaïques qui sont quand même des éléments techniques, pas forcément esthétiques en toiture. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au vote. Ah, pardon. Je la vois pas. Il est caché. Bonsoir, David Burneau. J'aurais voulu savoir, première question, quel est l'impact financier des différentes évolutions qui ont été apportées au projet depuis l'avant-projet sommaire du mois de février. Donc c'est-à-dire, si j'ai bien noté, les terrasses sur les T4, T5, les panneaux photovoltaïques, et le troisième point, il y avait 3 éléments de mémoire, c'est l'épaisseur du toit végétal. Pour préciser clairement les choses sur ce qui concerne la partie de logement, l'ensemble du surcoût des équipements, des panneaux, des 5 terrasses
est entièrement pris en charge dans l'opération Nantes Métropole Habitat. Oui, mais ça fait combien? Ça fait, à la louche, l'ensemble doit être à une 50aine de 1000 euros. Voilà. Et la partie toit végétal? Sur la partie toit végétal, quand on a demandé à l'équipe de maîtrise d'œuvre de réintégrer vraiment l'épaisseur de substrat et le paysage qui allait avec, on est aujourd'hui autour de 15 000 euros, sachant quand même, pour préciser les choses, que le budget estimé sur l'opération médiathèque uniquement au moment du lancement du concours, on était sous les 2 millions, on était à peu près à 1,9 million. Les 3 projets qui nous ont été proposés dépassaient cette enveloppe budgétaire. Donc on a travaillé énormément avec les 3 équipes sur une rationalisation du coût de construction pour qu'on puisse sortir la médiathèque et l'opération de logement dans une épure qui se rapprochait du projet initial. Et aujourd'hui, on est, par rapport à l'enveloppe prévisionnelle et le projet qui a été choisi et qui est, je pense, tout le monde en convient, un beau projet avec des usages prometteurs, on est sur un coût qui présente par rapport à l'enveloppe prévisionnelle un dépassement de 100 000 euros. Ces 100 000 euros, aujourd'hui, on arrive à les injecter dans l'économie globale de l'opération d'aménagement Sanglerie. Et toute l'équipe a travaillé depuis le concours sur cet aller-retour entre des optimisations techniques et économiques pour rester dans un budget qui avait été fixé, en gardant la qualité du projet, autant sur la médiathèque que sur les logements. Donc finalement, les surcoûts de la toiture terrasse ou des panneaux, ils sont minimes par rapport à l'évolution, par rapport à l'enveloppe prévisionnelle initiale. Donc globalement, on est à un peu plus de 100 000 euros supplémentaires par rapport à l'enveloppe initiale. Ouais. Et ce qui est sur ce type d'opération, quelque chose finalement d'assez classique. On est même dans des pourcentages qui sont aujourd'hui définis dans les codes des marchés publics et on n'a pas dépassé ces pourcentages-là. C'est des évolutions, notamment sur des projets d'équipement public sur lesquels il y a une forte concertation qui est posée et des attentes qui sont quand même assez courantes pour des équipements publics de ce type. On était aussi sur une estimation prévisionnelle quand on l'a installé en phase concours, qu'on savait contrainte. Et ça a permis aux équipes, par rapport aux 3 projets qu'on a eus en analyse, de travailler intelligemment et efficacement dans un budget qui était assez restreint. On est aussi sur des fourchettes de coûts travaux dans le cadre d'une consultation en conception-réalisation, c'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, on a recruté en même temps le concepteur et l'entreprise, qui nous permet de garantir les coûts de sortie de l'opération et qui sont aujourd'hui sur des ratios de coûts de construction qui sont plus ce qu'on connaît actuellement et ce qu'on connaîtra si on était amené à lancer une consultation travaux et à ouvrir des appels d'offres. Donc voilà, c'est un travail assez complexe qui a été mené, mais pour rester dans une épure d'enveloppe qui est somme toute contrainte au regard de la qualité du projet qui est présenté à ce stade APD et qui en plus est calé en phase APD. Donc les phases ultérieures, elles vont devoir faire avec cette économie de projet. C'était aussi du coup important à ce stade de clarifier vraiment ce qu'on voulait faire évoluer dans le cadre du projet pour que ça ne soit pas des surcoûts qu'on discute en phase pro et en phase lancement de chantier, alors qu'on a aussi un impératif de livraison de l'opération médiathèque en lien avec la promesse qui a été faite aux futurs usagers d'ouvrir cette médiathèque en septembre 2022. Du coup, moi, je me pose une question sur notre capacité financière à financer cette médiathèque, puisque aujourd'hui, donc, on a une médiathèque qui a coûté 100 000 euros de plus que ce qui était initialement prévu. On vient de vivre une situation, le Covid, qui a eu et qui va avoir des impacts importants sur notre budget. On ne sait pas aujourd'hui le mesurer, parce que la crise sanitaire vient de passer, la crise économique, elle est devant nous. Le budget qui a été apporté au vote en début d'année était un budget qui était basé sur une croissance de 2%. Là, on nous annonce ce matin à l'INSEE une décroissance de 12,5% de l'économie. Est-ce qu'on va vraiment avoir les moyens de financer cette médiathèque? La médiathèque, il n'y a pas de problème, il en faut une ossorinière.
je pense qu'il serait responsable de prendre le temps d'analyser nos futures capacités financières, de manière à vérifier qu'on a bien les moyens de financer cette médiathèque. Je vais répondre. Combien de fois vous avez voulu reporter ce projet? Combien de fois? Chaque fois, il y a un truc. L'APS, l'APD, les commissions. Moi, je dis, et ça a été dit par Nantes Métropole Aménagement, que les 100 000 € de plus sont absorbés dans la totalité de l'élo-sanglerie. Donc, autant dire que c'est déjà, on va dire, compris dans la globalité du projet sanglerie. Donc, ça veut dire, clairement, pour nous, que ça ne se voit pas. Et moi, je dis que même si ça se voyait, le fait, alors je parle juste de la médiathèque et donc de ce qui a fait le surcoût là, et notamment de cette toiture végétalisée, le fait de la mettre de qualité pour que ça veuille dire quelque chose, parce que c'est pas une façade, c'est une réalité, cette toiture, ça sert à plein de choses. Au-delà de la vision, ça sert, on l'a dit, ça sert à notre planète, ça sert à tout ce qui va être isolation intérieure, etc. Et bien même si ça coûte un peu plus à la commune, on l'assumerait. Parce que c'est quelque chose sur lequel on s'était engagé. Et je vais faire un petit mot sur la crise. Heureusement que la commune a fait le choix de prendre en même temps une comaîtrise, enfin, comme vous l'avez expliqué, parce qu'aujourd'hui, avec la crise et avec les marchés qui auraient augmenté, ça nous coûterait peut-être 30% ou 40% de plus. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qu'on a fait il y a quelques mois, les décisions qu'on a prises, aujourd'hui, elles nous sauvent, cette médiathèque. Désolé, je suis pas d'accord. J'ai l'impression d'être dans une voiture, sur l'autoroute, il y a une barre de brouillard qui arrive, on continue à foncer à 130 km/h, on n'allume pas les feux anti-brouillard, et on continue. Bon, je suis désolé, moi je ne trouve pas ça responsable. Juste très court, hein. Je voudrais quand même ajouter que lorsque on a été, tous les élus du conseil municipal ont été consultés il y a quelques semaines pour formuler des remarques, des propositions. Force est de constater, et on peut en être que ravis ce soir, que la plupart des observations, des remarques, des souhaits ont été pris en compte. Ah oui, ça, de manière tout à fait marginale. Restons sérieux quand même. Restons sérieux. De manière tout à fait marginale, on est à moins de 5%. On est à 4,8%. Et ça veut bien dire, vous oubliez quand même une chose. C'est-à-dire que dans ce projet, il y a différentes phases. Il y a différentes phases d'échange, de concertation avec les professionnels. Et heureusement par ailleurs que les choses ne sont pas figées et que les élus, dans leurs attentes, leurs souhaits, leurs remarques, leurs observations, eh bien, tout ça c'est pris en compte. Ah oui, ça impacte, mais de manière tout à fait marginale. Et c'est pas sérieux sur la question du financement. On va y venir dans les délibérations en ce qui concerne notamment nos demandes de subvention à la DRAC, et ça ramène quand même le projet médiathèque à un coût tout à fait relatif pour un projet d'une telle dimension, mais j'y reviendrai parce que sur le contenu. Christelle, juste un mot. Pardon. On était à la réunion tous la semaine dernière pour la commission culture et urbanisme. Je suis toujours assez surpris parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. En fait, tu réserves tes questions au conseil municipal, tu te plains de ne pas avoir de démocratie, mais en fait, on fait des commissions pour avoir des débats et pour avancer sur les projets. Et ces questions-là, qui sont certainement pertinentes et fort intéressantes à débattre, tu ne les poses pas en commission. Non, l'économie de la médiathèque, tu ne l'as pas posée en commission. Donc c'est un peu agaçant, quoi. Oui, et après on vote, parce que... Alors, moi je trouve que c'est un grand et beau projet que ce projet de médiathèque. Et notamment cette période de crise qui a été évoquée. Parce que c'est un projet à l'image de notre groupe, de notre programme. Un projet qui allie social, qui allie culture. Dans une période où la culture sera la première victime sans doute des coupes budgétaires dans de nombreuses communes, le fait de lancer ce projet sur les années à venir, je trouve que c'est très positif.
Donc social, c'est positif sur le plan social, positif sur le plan culturel, parce que c'est un projet qui a été bien travaillé par les élus précédents, qui s'intègre dans le paysage, qui est au cœur de notre ville, qui fait du lien entre les générations. Et enfin, l'environnement, la touche environnementale aussi, elle est appuyée, on l'a vu suite à cette présentation. Donc c'est pour toute cette raison que moi, je voterai avec l'ensemble du groupe majoritaire pour ce projet d'avenir pour les Sorinières. Merci Tanguy, en tout cas tu as dit tout ce que je pensais, donc je te remercie. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, David Burnot, Madame Charrier-Lucas, Monsieur... Monsieur Motte. Eh oui. Pardon. Madame Douot. Alors, excusez-moi, je n'ai pas encore retenu votre nom. Monsieur Hervé Leroux et Madame Bouillet. Qui sont contre. Et donc, pour le reste, je présume que vous êtes pour. Merci à tous. Merci. Et merci à nos intervenants, en tout cas, d'être venus ce soir. Merci. Merci à vous.